Je pense que la vague antisémite qui s'est déclenchée depuis le 7 octobre, elle est structurelle maintenant. Allez convaincre même dans 10 ans qu'Israël n'a pas commis un génocide à Gaza. Ça va être très difficile parce que les mouvements de gauche et altermondialistes ont réussi avec la méthode soviétique, finalement, à imprimer des termes dans l'inconscient collectif, dans la conscience des opinions internationales, qui fait que Israël est cloué au pilori. Et, la famine, le génocide, l'apartheid, l'épuration ethnique, enfin tout ça, c'est des termes qui nous resteront collés malheureusement à la peau. Et cet antisémitisme, à mon avis, il va perdurer. Nous avons le plaisir d'être en ligne avec Shraga Bloom. Shraga, bonjour, Boker Tov. Boker Tov, shalom lekulam. Merci d'être avec nous, journaliste, éditorialiste. On lit souvent vos appréciations sur la réalité israélienne et on voudrait avoir la vôtre justement alors que l'on se dirige de manière assez irrémédiable, on dirait, vers la conquête de la ville de Gaza, une décision du gouvernement qui est critiquée par l'échelon militaire. Et la première question que je voudrais vous poser, c'est finalement de dire historiquement, c'est de dire vous êtes choqué, étonné par ce que l'on entend, à savoir que l'armée israélienne, en tout cas l'état-major, le chef d'état-major, voudrait bien que l'on mette en application l'accord partiel qui a été accepté ou validé par le Hamas, mais il est très critique quant à la décision du gouvernement d'aller vers une conquête de la ville de Gaza. C'est du ressort du chef d'état-major de s'exprimer de la sorte ? C'est du ressort du chef d'état-major et de l'échelon militaire de s'exprimer de la sorte, mais à huis clos. Parce que on sait très bien que l'échelon militaire est soumis à l'échelon politique. C'est l'échelon politique qui, en dernier ressort, doit décider. Les militaires ont l'obligation, le devoir, d'exprimer des réserves ou faire des remarques lors des réunions du cabinet. Mais de là à ce que ça fuite au dehors, c'est pas bien du tout. Ni pour le moral des soldats, ni pour l'image d'Israël. Et à mon avis, c'est très regrettable que ces réserves fuient, d'autant plus qu'on sait historiquement, si on suit le déroulement de l'histoire militaire, les militaires de haut rang se sont souvent trompés aussi, après coup. Donc, bien sûr, les militaires ont le devoir d'émettre des réserves, s'ils en ont, même de s'opposer, mais en fin de compte, c'est l'échelon politique qui décide, parce que c'est lui qui assume les responsabilités ensuite. Est-ce que vous êtes d'accord avec sur le principe, Shraga, avec le fait que finalement, ce genre de situation, ça s'est passé à de multiples reprises dans l'histoire de l'État d'Israël, mais on ne le savait pas parce que d'abord la censure était peut-être plus intense et qu'il n'y avait pas de réseaux sociaux et qu'il n'y avait pas de médias israéliens qui étaient farouchement hostiles au gouvernement ? Oui, bien sûr. Et puis même, si vous regardez même sur un passé plus récent, depuis le début de cette guerre, à plusieurs reprises, les hauts gradés militaires se sont opposés à certaines opérations, par exemple l'entrée à Rafah, et finalement qui s'est avérée être une réussite. Donc, bien sûr qu'ils sont entre guillemets spécialistes du terrain, mais c'est dommage et très regrettable que ça fuite au dehors. Et en fin de compte, et d'ailleurs, je crois que même le chef d'état-major l'a dit. Je suis contre, mais s'il faut le faire, je le ferai de la meilleure manière. On espère en tout cas. C'est ça, on espère en tout cas qu'il le fera de la meilleure manière. Est-ce qu'il a des intérêts à partir du moment où il s'oppose à une telle démarche, est-ce qu'il a des intérêts à montrer que ça va pas marcher ou alors au contraire, il va tout faire pour que ça marche ? Non, je pense qu'il va tout faire pour que ça marche. Mais ce qui est assez spécial et assez insolite en Israël, contrairement à d'autres pays, c'est qu'en général, l'état-major est toujours plus va-t-en-guerre, si on veut, alors que les soldats sur place, sur le terrain, sont plus hésitants. Ici, on assiste au contraire. Tous les soldats et les officiers de terrain qu'on rencontre sont absolument motivés et veulent aller de l'avant et gagner cette guerre. Et on sent parfois une certaine fièvreur, une certaine timidité au niveau de l'état-major, et c'est assez regrettable. Comme l'a dit le Premier ministre, je ne sais pas, il y a 1 ou 2 jours, que le mot nitzachon, le mot victoire, a disparu du lexique de l'état-major. J'espère qu'il est en train de revenir. Mais tout de même, pour essayer d'essayer de défendre ou de comprendre la position de l'état-major, il faut bien avouer que l'échelon politique nous a toujours habitués à cette guerre, en tout cas pendant ces 2 dernières années, à une sorte de guerre par graduelle, où on va vers la conquête des localités du nord de la bande de Gaza, après on descend vers Khan Younes, après on descend vers Rafah, après on remonte vers Bet Hanoun et Djebalia, et puis d'un coup, quand on a le sentiment peut-être qu'on ne sait pas trop quoi faire, eh bien on dit on va conquérir les 25 derniers pourcents de la bande de Gaza, la ville de Gaza, les camps du centre.
pourquoi finalement c'était si difficile pour l'échelon militaire, l'échelon politique de tracer depuis le début le plan d'attaque, le plan d'opération de l'armée israélienne et de dire voilà, ça va marcher comme ça va prendre du temps, ça va prendre des mois, ça peut prendre 2 années, mais c'est comme ça qu'on agit. On a l'impression que c'est cousu de peu à peu, on est en train de coudre une sorte de tissu qui est fait de différentes tailles et différentes couleurs, on va dire. Oui, c'est vrai qu'une fois que ça sera fini, j'espère, en tout cas, on pourra retracer le fil des événements. C'est vrai qu'on a souvent l'impression que on va en arrière, on rentre, on retourne dans les zones qui ont été conquises et entre guillemets nettoyées. Non, ça je peux comprendre parce que je peux comprendre que ça on retourne parce qu'on a dû retourner. C'est important de le souligner à mon avis. On a dû retourner parce qu'il y a eu des accords avec sur la libération des otages qui ont obligé l'armée israélienne à se replier. Mais oui. Tout cela semble pas être tout à fait structuré. Écoutez, je suis pas un expert militaire et je sais pas exactement. Je pense que dans le cadre du cabinet depuis le début, ils prennent des décisions après avoir écouté quand même les experts militaires, même s'ils abondent pas toujours dans leur désir. Mais en tout cas, pour ce qui est de l'opération, c'est vrai que l'opération sur le terrain semble parfois un peu pas décousue, mais c'est vrai qu'on a parfois du mal à comprendre un peu la logique. Bien que maintenant, on se rend compte qu'on se dirige vraiment vers la dernière étape, qui est Gaza, parce que d'abord, je pense que c'est là que se trouvent les otages, la plupart des otages, et puis c'est vraiment l'occasion d'en finir avec les derniers bataillons du Hamas. Mais c'est vrai que ça prend du temps et qu'on a parfois un peu l'impression de ne pas comprendre pourquoi ça se passe comme ça, pourquoi c'est lent, pourquoi il faut des décisions successives du cabinet, comme s'il fallait 3 ou 4, 5 autorisations. C'est vrai qu'on a parfois du mal à suivre. Mais bon, on n'est pas à l'intérieur des discussions non plus, donc il y a peut-être des choses qui nous échappent, il faut être un peu modeste. Alors, je voudrais avec vous, Shraga, aussi, vous vivez une partie de votre temps en Suisse, qui est le pays, on va dire, de la neutralité, de la diplomatie internationale. Je voudrais justement revenir sur ce mois de septembre qui, sur le plan diplomatique, risque d'être extrêmement mouvementé, avec en particulier l'initiative du président français Emmanuel Macron de reconnaître un État palestinien indépendant. On a vu c'est la nuit dernière la déclaration du ministre belge des Affaires étrangères qui, on va dire, met le Hamas et Israël dans le même sac et puis dit bien nous on va reconnaître un État palestinien, mais on va quand même tout de même poser quelques conditions à la reconnaissance de cet État, à savoir la libération des otages et l'éradication, en tout cas le départ du Hamas de tout pouvoir ou de toute gouvernance à Gaza. Il pose également des sanctions contre l'État d'Israël. Tout cela, eh bien, c'est pas très bon pour l'État d'Israël. Est-ce que vous pensez que il y a un moyen de contrer, on va dire, cette offensive, ne serait-ce que peut-être par exemple avec l'aide des Américains? Comment on peut faire pour empêcher, on va dire, ce raz-de-marée diplomatique contre l'État d'Israël? Bon, raz-de-marée, je ne sais pas s'il y aura raz-de-marée, parce qu'il y a déjà des pays comme le Canada qui ont fait marche arrière. Maintenant, pour moi, ce qui est important, c'est ce qui se passe sur le terrain. Ça veut dire que les déclarations, c'est bien joli. Le président Macron a pris une initiative, à mon avis, ridicule. Il va peut-être se ridiculiser parce que finalement, c'est les Américains qui ont le dernier mot là-dedans. Mais c'est vrai qu'on assiste aujourd'hui à une espèce de raz-de-marée, entre guillemets, de tsunami diplomatique contre Israël, ce qui est d'ailleurs stupéfiant après ce qui s'est passé le 7 octobre. Mais je crois qu'il y a beaucoup d'argent là derrière, il y a beaucoup d'intérêts politiques, diplomatiques qui font que les pays aujourd'hui, les pays surtout de l'Europe de l'Ouest, se liguent contre Israël. On n'oublie pas qu'après le 7 octobre, le président Macron était en Israël pour annoncer la création d'une coalition internationale, et maintenant on passe à une coalition contre le Hamas, et maintenant on passe à une coalition internationale contre Israël. C'est vraiment effrayant. Alors comme vous parlez justement de la Suisse, qui n'est plus si neutre que ça, parce qu'elle est quand même influencée par la France voisine, c'est vrai que les événements qui se passent également en Suisse sont inquiétants par rapport aux juifs de diaspora, il faut le dire. Il y a des graffitis, il y a des drapeaux palestiniens sur des balcons, il y a des manifestations dans les universités, dans les rues. Donc c'est vrai que sur le terrain, on sent en Europe en tout cas que la situation est très, très inquiétante. Vous avez le sentiment, Shraga, que c'est parce qu'on est dans le cœur de l'action et que, par exemple, si un cessez-le-feu est instauré dans la bande de Gaza, eh bien, on assistera à un retour au calme? Alors,
Un petit peu peut-être, mais moi je pense que la vague antisémite qui s'est déclenchée depuis le 7 octobre, elle est structurelle maintenant. C'est-à-dire aller convaincre même dans 10 ans qu'Israël n'a pas commis un génocide à Gaza. Ça va être très difficile parce que les mouvements de gauche et altermondialistes ont réussi avec la méthode soviétique finalement à imprimer des termes dans l'inconscient collectif, dans la conscience des opinions internationales, qui fait que Israël est cloué au pilori et la famine, le génocide, l'apartheid, l'épuration ethnique, enfin tout ça, c'est des termes qui nous resteront collés malheureusement à la peau. Et cet antisémitisme, à mon avis, il va perdurer malheureusement. Même si au niveau des actes, peut-être, il y aura peut-être moins le jour où ça sera fini, mais dans la conscience collective, je crois que l'image a été imprimée de manière définitive, hélas. Comment on voit, même quand on est peut-être plus souvent à l'extérieur qu'à l'intérieur, les débats qui animent la société israélienne, vous, en particulier, par exemple, autour de la guerre, d'abord d'une part, autour du monde haredi et de son enrôlement ou pas dans l'armée israélienne. Ce sont comment vous les analysez, ces débats? Alors, la question de l'enrôlement des juifs haredim orthodoxes de l'armée, ça fait pas tellement un débat à l'étranger. En tout cas dans les communautés juives, Oui. on en parle, mais ce qui est surtout, bon, à part la situation sécuritaire, les gens regrettent énormément ces débats et ces manifestations qui affaiblissent ces déclarations parfois de certains responsables israéliens contre le gouvernement en pleine guerre. Ça, effectivement, ça fait beaucoup de peine à des gens et ça alimente aussi des débats au sein des juifs de diaspora. Mais en tout cas, c'est regrettable. On sent que c'est comme une espèce de poignard dans le dos, quoi. Parce que normalement, on dit toujours le peuple juif en temps de guerre, il s'unit. Et là, on se rend compte qu'il y a quand même une frange peut-être moins importante qu'avant le 7 octobre, mais une frange de la population qui n'a toujours pas compris qu'en faisant ça, elle fait le jeu de l'ennemi, quoi. Et ça, c'est des questions qui inquiètent un peu aussi les juifs du diaspora. Et qui donnent du grain à moudre aussi, et de l'eau au moulin aux ennemis d'Israël à l'étranger, quoi. Dans les médias, on le sent très bien. Les médias s'emparent très rapidement des manifestations en donnant une image comme si le peuple entier ou une grande partie était contre le gouvernement et contre cette guerre. Et donc c'est très dommageable. C'est très dommageable. Est-ce que tout cela, toute cette atmosphère, on va dire assez lourde, elle se traduit par des perspectives d'Aliyah, par exemple, dans la communauté juive? Vous êtes souvent à Lausanne, dans la communauté juive suisse. Est-ce que vous avez le sentiment écoutez, en Suisse, c'est pas encore le cas. Il y a quelques jeunes qui partent, il y a des familles qui y pensent, mais c'est pas comme en France, hein. La Suisse est un pays où on vit bien, il faut le dire. Il y a des familles, même françaises, qui cherchent peut-être à émigrer en Suisse pour des raisons professionnelles. Mais on peut pas dire qu'il y a une vague d'Aliyah qui se prépare de Suisse, pour le moment en tout cas. Mais par exemple, dans vos discussions avec vos fidèles à la synagogue, pas pendant l'office, mais après, vous avez ce sentiment, une sorte de malaise Oui, oui. Ah oui, bien sûr. C'est le sujet des discussions quotidiennes à la synagogue, dans les rencontres communautaires, et la plupart des gens avec qui je parle sont très inquiets pour l'avenir, et pour Israël, et aussi surtout pour l'avenir des Juifs en diaspora. Ils sentent que dans le travail, dans la rue, des regards, des remarques, ou des non-dits avec des amis, que la situation a changé, et puis voilà. Et même personnellement, moi qui depuis 30-40 ans me promenais toujours en kippa, hormis le quartier de la synagogue, je mets une casquette parce que d'abord la population change, même en Suisse, et donc on voit on s'expose à des remarques, quoi, même à des agressions, mais c'est pas encore le niveau de la France, mais ça vient. Les douaniers suisses n'ont pas encore arrivé à bloquer ça. Oui. Eh bien, Shraga Blum, merci beaucoup d'avoir accepté de répondre à nos questions, de nous avoir donné votre appréciation de la situation, à la fois donc sur le plan militaire, sécuritaire, politique, et également donc au niveau des relations entre Israël et la diaspora. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. Oui, Shana Tova. À bientôt et Shana Tova. Merci beaucoup d'avoir répondu à nos questions. Au revoir.